Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit une troisième Charlotte au micro, maman française mariée à un Américain vivant à Bangkok, en Thaïlande. Elle nous raconte l'organisation un peu atypique de sa famille avec ses 3 enfants, car ils ont pour habitude maintenant de changer de pays, voire même de continent, tous les 3 ans. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Charlotte! Bonjour! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ah, c'est un vrai plaisir. Écoute, j'aimerais bien pour démarrer maintenant comme d'accoutumée que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors moi, c'est Charlotte. Je suis une maman de 3 enfants et fondatrice de Little Voyageur, qui est un blog, compte Insta et surtout des guides de voyage pour les familles. Imaginés et pensés spécialement pour les familles. J'habite à Bangkok depuis quelques mois maintenant et je suis française d'origine mais expatriée depuis une dizaine d'années avec mon conjoint et donc mes enfants maintenant. D'accord. Oui, alors tu me disais en off que déjà de base, vous aviez fait pas mal de pays avec ton mari. J'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro. D'habitude, je dis française, mais là, je pense que ça va être international. À savoir un peu où est-ce que tu as rencontré ton mari et quel pays vous avez fait tous les deux. Alors en fait, moi j'ai quitté la France il y a une dizaine d'années maintenant, au tout début de ma carrière de journaliste, et j'ai débuté mon activité en Syrie où je me suis installée en tant que journaliste indépendante. J'y ai travaillé pendant quelques années en rayonnant pas mal dans la région. Puis, je me suis installée au Yémen, où j'ai continué à travailler pour Radio France et France 24, Arte. Et c'est dans ce pays que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari. Lui, il était là-bas en tant qu'entrepreneur, il est américain. Et donc, on s'est rencontrés à Sanaa, la capitale du Yémen, en plein pendant le printemps arabe. Donc, c'est vrai que ça a été une période assez intense à vivre ensemble. On a débuté notre relation dans un environnement un peu extrême. Ça a assez vite marché et du coup, on a dû fuir le Yémen 1 an après s'être rencontrés parce que la situation s'est dégradée trop. Et là, nous sommes partis nous réfugier, on va dire, au Qatar. Vraiment, le déménagement s'est fait très, très rapidement. Et donc, on s'est posé au Qatar pendant quelques mois pour rebondir, réfléchir sur l'après. Et mon mari a eu une opportunité professionnelle à ce moment-là aux États-Unis. Et donc, nous sommes partis nous installer à San Francisco. D'accord. Donc, au final, tu es resté combien de temps, tu dirais, au Moyen-Orient, dans ces pays un peu difficiles, je dirais? Je suis restée 5 ans. 5 ans quand même, la vache. Ok. Ouais. Ok, donc vous arrivez à San Francisco. Comment tu te sens du coup de transiter de 5 ans dans des pays à risque, on les appelle comme ça malheureusement, à un pays un petit peu plus cool entre guillemets que sont les États-Unis? Écoute, ça nous a franchement fait du bien. J'avais besoin d'une grosse pause en fait. J'avais vraiment besoin de respirer un peu, de me sentir libre en fait de mes mouvements et de retrouver un peu cette insouciance et légèreté au quotidien, de pouvoir faire des choses qu'on va dire entre guillemets normales, c'est-à-dire m'habiller comme je veux, manger ce que je veux, faire ce qui me plaît. Donc pendant quelques mois, on s'est vraiment lâché, éclaté. On a un peu, ça nous a vraiment fait du bien, surtout que les derniers mois en fait au Moyen-Orient, on sortait plus vraiment de la région, alors qu'avant on se faisait quand même, on essayait de se faire des petits sas de décompression dans des pays un peu plus développés que le Yémen par exemple, pour nous rebooster un peu. Et sur les derniers mois, on n'avait pas fait ça. Donc quand on est arrivé aux États-Unis, effectivement, ça a été un vrai plaisir de profiter de toutes les bonnes choses que les États-Unis ont pu offrir. Et puis assez vite, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et donc voilà, j'ai vécu à fond cette première grossesse aux États-Unis. Je me suis inscrite à des cours de yoga. J'ai vraiment vécu la vie californienne à 100%. Trop bien. Ouais, c'était chouette.
c'était vraiment très très chouette en collaborant avec des journaux locaux en fait. Je travaillais pour la presse locale Oui, ça allait être ma question. Parce que mm, donc, du coup, étant donné que tu arrives, bon, bah, ton mari était américain, donc manifestement, il n'avait pas de problème pour rentrer sur le territoire. Mais j'imagine que vous avez dû vous marier pour que tu puisses le suivre ou tu avais pu trouver un travail pour arriver là-bas? effectivement, non, on s'est mariés. En fait, tout s'est bien Ouais. goupillé. On avait envie de se marier, puis ensuite il a eu cette proposition. Donc en fait, ça s'est vraiment fait tout Oui. naturellement. On n'a pas forcé un mariage pour aller aux États-Unis. Ça s'est super bien Non, non, goupillé non. pour le coup. C'était pas. Ouais, Et ouais, non, c'est non, pas ce que non, je mais voulais ça pourrait. sous-entendre. Enfin, tu vois, ça pourrait accélérer les choses. Mais là, pas du tout. Et donc, j'ai pu obtenir mon visa pour arriver aux États-Unis, puis Ouais. assez vite, enfin, Donc une c'est cool, carte tu verte. pouvais toujours. Oui, voilà. Donc tu pouvais toujours mener une activité professionnelle tout en étant aux États-Unis. C'est pas comme si. Exact. Non, non, ça c'était chouette, même si la transition n'était pas évidente parce que j'ai quand même dû presque du jour au lendemain arrêter de travailler pour tous les médias français puisque eux avaient déjà des correspondants sur place aux États-Unis et que ma présence ne Oh, les intéressait pas. Et sympa. surtout aux États-Unis, c'est des gens très établis, très anciens et il n'y a aucun moyen que je puisse continuer à collaborer avec eux. Donc ça a été quand même une transition compliqué. Enfin, c'était Ouais. un peu triste pour moi de devoir quitter tout ce monde-là brutalement, surtout que je sais quand tu le quittes pour y re-rentrer, c'est très dur. Donc voilà, Mm. mais ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas trop Ok. de choix, mais voilà. Donc on a passé 2 ans à San Francisco et Ouais. ensuite on a déménagé à Miami. Mais alors donc du coup, vous voyez pas rester à San Francisco sur le long terme? Non, 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 non. Nous, on savait très bien que c'était une période de transition. On a toujours envie d'aventure, d'être dans des pays qui nous challenge, nous stimulent au quotidien. Et lui, mon mari comme moi, n'avions pas envie de rester aux États-Unis pendant très longtemps. Ça nous allait très D'accord. bien pendant. On avait imaginé 2, 3 ans euh, de Ok. fonder notre famille sur place pour qu'on soit quand même qu'on ait un bon suivi médical quand on est maman pour la première fois. On a quand même envie de se sentir à l'aise là où on est. Donc voilà, aux Oui. États-Unis, je me sentais bien suivie. Donc on a déménagé à San Francisco, à Miami, pour toujours des raisons Mhm. professionnelles de mon mari. Ils ont préféré l'entreprise a préféré le basculer sur le bureau de Miami. Donc on a dit oui, Ok, bon. évidemment. D'accord. Donc elle avait quel âge ta fille alors quand vous êtes partis à Miami? Elle avait 1 an. D'accord. Bah alors, qu'est-ce que ça fait de déménager quand même de la côte... Bon, je connais la réponse parce que je l'ai fait Ouais. il y a pas longtemps, mais qu'est-ce que ça fait alors de déménager de la côte ouest vers la côte est avec un petit toddler sous le bras? Écoute, ça me semblait tout à fait naturel, en fait. Mais parce que je voyage avec ma fille depuis qu'elle a 3 mois à peine. On l'a emmenée pendant des semaines en comment ça s'appelle? En Uruguay. Mon mari avait pas mal de boulot avec l'Amérique du Ah Sud, donc en ouais. fait, elle a été avec nous dans des avions, dans nos valises, dans des chambres d'hôtel depuis ses premiers mois et du coup un déménagement pour nous c'était comme un grand voyage. Ouais. Ça n'a rien Ouais. changé. Et toi alors, du coup, professionnellement, t'arrivais quand même à t'en sortir à Miami? Vers la fin de notre séjour à San Francisco, j'ai décidé de créer mon premier blog sur le voyage en famille, justement parce que je voyageais tant avec mon bébé et que je ne trouvais pas les infos qui me plaisaient sur Internet. Et je me suis dit, bah, en plus, c'est parfait, j'ai ma fille, je suis journaliste, je vais ouvrir mon propre site. Et donc, je me Mhm. suis lancée dans Little Voyageur à ce moment-là. D'accord, Et donc c'est à donc, partir de ce moment-là que voilà, c'est créé. après, Ok. c'est à partir de ce moment-là. Et puis, je m'occupais beaucoup de ma fille aussi. Donc, c'était une période où je cherchais pas forcément à travailler à temps plein. Ça m'allait très bien de faire des articles plutôt quand j'en avais envie ou que j'avais envie de partager quelque chose. Donc là, j'ai vraiment quand même mis un frein sur le côté professionnel et profité à fond de ma première fille et puis très vite de ma deuxième grossesse aussi. Voilà, tout s'est enchaîné. Deuxième grossesse à Miami avec ma deuxième Ouais, fille bah qui ça était nous là. fait ouais, ça nous fait une belle transition. Alors donc du coup, combien de temps après tu tombes enceinte de ton deuxième enfant? 1 an et demi à peu près après. Et les filles D'accord. ont à peu près un peu plus de 2 ans d'écart. Challenging quand même, hein, quand on est baroudeur.
Non? Oui, challenging, effectivement. Mais encore une fois, je me pose pas 100 000 questions. Avec mon mari, on a envie de plus d'enfants, donc on réfléchit pas pour l'instant au ça va nous empêcher de faire ci, de faire ça. Juste on le fait et on se dit que ça marchera, qu'on va faire. Enfin, on voit pas la contrainte s'ajouter. Je dirais pas la même chose quand le troisième arrive, mais au deuxième. On se dit ça nous a presque pas traversé l'esprit. Il y a toujours autant de place dans la voiture, dans l'avion, ça semble pas si compliqué. Donc ça nous a pas. C'est vrai. Chamboulé J'aimerais plus bien que avoir ça. ton état d'esprit parce que moi c'est un bulldozer à joie. Je vais purée. Donc il va falloir qu'on rajoute un siège auto dans la voiture, donc quelqu'un au milieu. Il va falloir racheter du coup un billet d'avion parce qu'il y a une troisième personne à partir de 2 ans qui va en faire partie. Du coup la yo-yo, comment je vais pouvoir fonctionner avec la... Ah non mais oui. En fait, je me les pose ces questions, mais je me les pose après. C'est-à-dire qu'une fois que quand je suis dans le moment, en fait, c'est vrai que je me les pose pas trop en amont parce que sinon ça me bloquerait tellement. Tu vois, je pense que j'ai beaucoup à apprendre des personnes comme toi. Écoute, je sais pas, je pense qu'on a tous aussi des moyens, d'autres moyens de fonctionner. Oui. Moi, je m'inquiète plus, par exemple, je dis pas que je m'inquiète de rien. Moi, ce qui me angoisse un petit peu quand je voyage avec les enfants, c'est le sommeil. C'est-à-dire que je me réveille très très facilement la nuit. Donc forcément, quand on est tous ensemble dans une chambre d'hôtel et que les petits chouinent ou voilà, les enfants, moi en tout cas mes enfants pleurent pas mal la nuit, donc surtout quand ils sont petits, je me réveille et donc je sais que la qualité de mon sommeil en voyage sera toujours appauvrie et que quand je dors pas beaucoup, je suis pas de hyper bonne humeur. Donc c'est juste ça qui m'angoisse en fait, le fait d'avoir pas mal de mauvaises nuits à répétition ou les gros décalages horaires. Donc, voilà, je suis pas non plus. Je m'angoisse pour certaines choses qui, toi, peut-être, tu vois, t'angoisserais pas du tout. Mais moi, c'est vrai que voilà. Ah non, mais je suis pareil que toi sur le sommeil. Et donc, du coup, j'ai remarqué que je mettais des boules qui et même avec des boules qui j'arrive quand même à l'entendre chouiner dans sa chambre qui est genre aux antipodes de l'appart. Bien sûr, moi aussi. Moi aussi. Alors là, je ne peux pas partir en voyage sans boules qui C'est-à-dire que. J'en porte à la maison aussi, mais en voyage. Oui, voilà, même pas en voyage. Quand t'as le bébé qui est à côté de toi, c'est oui. Et mais bon, voilà, il faut. Non, mais écoute, c'est un message à faire passer. Vous n'êtes pas des mères indignes si vous dormez la nuit avec des boules caisses. C'est juste que vous avez un sommeil peu profond, et c'est normal. Mais clairement, au grand désespoir de mon mari qui me dit que je pourrais jamais m'en séparer maintenant et que c'est mort, bah tant pis, hein. Je peux pas dormir, sinon je peux pas dormir. Donc... Non, mais écoute, tant pis. Ils comprennent pas, c'est pas grave. Alors, quand est-ce que... Donc, vous arrivez à Miami. Donc, rebelote, tu tombes enceinte. Comment ça se passe, du coup, ton organisation avec un deuxième enfant, en ayant déjà l'aîné à gérer? Alors, assez vite, en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai mis mon aîné à la crèche. J'ai mis mon aîné à la crèche de 9h à 15h, un truc comme ça. Ce qui, moi, me permettait d'avoir, de me reposer un peu, de travailler un peu et de faire tourner la maison pendant qu'elle n'était pas là. Et puis comme ça, quand j'étais avec elle, on passait tout notre temps au parc, à la plage, en extérieur. Ouais. Mais c'est ce qui m'a permis un peu, moi, de retrouver un équilibre personnel aussi. Parce que c'est vrai que je me vois pas... à 100% m'occuper d'elle dans la journée, ne pas avoir un moment pour moi. Même si pour moi c'est important d'avoir quelques heures où je peux travailler, faire autre chose que jouer au Lego, faire la vaisselle et comme je peux pas. Enfin, j'en ai besoin pour mon équilibre mental. Non, mais il y a aucune culpabilité à avoir ça. Mon mari le comprend bien. Non, mais je rencontre des nanas qui ne font que ça, en fait. Et surtout quand elles ont pas mal d'enfants, 2, 3, 4, et elles te disent, bah non, moi j'ai choisi d'avoir beaucoup d'enfants, du coup, je reste à la maison et je gère tout. Et c'est vrai que moi, je veux beaucoup d'enfants, mais je peux pas que rester à la maison. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une activité professionnelle à côté. Et donc du coup, à quel moment vous décidez de partir en Algérie ?
Alors, bon, on s'était dit avec mon mari, voilà, 3 ans aux États-Unis, c'est bien. Et lui voulait retourner dans le monde arabe. Moi, ça me dérangeait pas non plus, vu qu'on l'avait quitté assez brusquement. Et il a eu encore une opportunité d'investissement en Algérie avec des partenaires algériens. Et du coup, ça nous semblait absolument parfait comme destination, puisque ça nous permettait de retourner dans le monde arabe, mais pas le Moyen-Orient, cette fois l'Afrique du Nord, ce qui est quand même très Ok. différent, nous Ouais. rapprocher de ma famille en France et repartir vraiment à l'aventure. Et là, on s'était pas trompé, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Mais alors attends, parce que j'imagine que toi, tu dois quand même bien carburer en anglais. Oui, Et mais donc du coup, tu parles français. Mais alors ton mari, il parle français? Parce il a qu'en appris le Algérie, français est-ce en qu'il Algérie. parle... Ok. Il a appris le Ce que français, j'allais me ouais. dire, c'est quand même pas la langue locale, quoi, l'anglais. Ah Et non, il n'y a pas du tout. on connaît l'ouverture d'esprit des Américains euh, Oui. sur les autres langues. Donc, Mais lui est polyglotte, enfin, c'est pas l'américain typique, hein, on va dire. t'as de la chance. Il parle plus de langues que moi, donc Ah, il pourrait être pape. C'est très bien. Ah oui, ah oui, là c'est assez impressionnant. C'est vrai, il parle combien de Mais langues? oh, 5, 6. Ah la Donc, vache! Ouais, il peut être oui, pape, hein. beaucoup. C'est pas mal. Ah oui, Trop bien! non, il est très calé niveau langue, donc il a appris le français rapidement, très rapidement. Ouais, franchement, tellement de chance, les gens qui ont tellement de facilité comme ça avec les langues. Oui, C'est limite pas juste. ouais, c'est clair. Mais attends rapidement, du coup, quelle langue vous mettez en place à la maison? Le français Écoute, et l'anglais, j'imagine? ouais, ouais, ouais. Moi, c'est français à 100% avec les enfants. Lui, c'est l'anglais, et entre nous, c'est plutôt anglais. Mais lui aimerait qu'on Ok. passe au français Ok. pour qu'il puisse Go, hein? pratiquer un peu. Mais voilà, figure-toi que c'est moi qui ai du mal. Parce que je suis tellement habituée à parler anglais, ça me semble plus facile maintenant que le français. Franchement, c'est trop bien. T'as vraiment beaucoup de chance d'avoir C'est un vrai, mari américain qui parle français, hein. c'est Vraiment. vrai, c'est vrai, absolument. Euh, comment tu t'organises alors du coup avec les enfants? Parce que mine de rien, j'imagine qu'un déménagement quand même Miami-Algérie, c'est pas la même chose que San Francisco-Miami, quoi. C'est pas intramuros. Donc, Oui, c'est pareil, ça. pas de... C'est pas intramuros. Après, on était tellement contents de partir. Moi, j'étais vraiment, j'avais hâte, hâte, hâte de retourner un peu. Voilà, vraiment, ce que je dis, c'est à l'aventure, dans un endroit où chaque jour, je suis un peu déstabilisée par l'environnement, où je peux ouvrir mes filles à une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire les choses, de voir les choses. Et du coup, non, le déménagement ne m'a pas paru si compliqué que ça. On a Ouais. pris les choses essentielles, on a eu voilà, des déménageurs qui sont venus, qui se sont occupés de toute la logistique, évidemment. Et puis nous, on est arrivés en Algérie. On a logé dans un hôtel pendant un mois et Ouais. demi, Le temps le de temps trouver un de truc. chercher voilà, une maison, de trouver, de signer. Mais c'était pas, c'était, Ouais. c'était plutôt facile, honnêtement. Plutôt, ça s'est bien passé. Du coup, dans quelle ville vous êtes allé à Alger directement? Oui, on était dans la Ok. capitale, Alger. Et donc, jamais 203, comme dirait le dicton. Du coup, Exactement. tu tombes enceinte pour un troisième petit enfant? Oui, je tombe enceinte pour un troisième aussi 6, 7 mois après être arrivée à Alger. Et, Ah ouais. et Tu perds pas là, de temps, c'est tac, 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 on y bah, on va. se dit oui, Non, deux t'as ans et raison. demi. Puis c'est surtout à Ouais. l'envie en fait. C'est juste, on avait vraiment envie d'un troisième à ce moment-là. Donc je suis tombée enceinte. Et puis voilà, la grossesse en Algérie, c'était un petit peu plus compliqué qu'aux États-Unis parce que Oui, alors si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on développe un peu parce que voilà, les US on connaît globalement. ouais. Mais alors par contre, un suivi de grossesse en Algérie, tu seras ma première. Alors Mhm. j'aimerais bien que tu nous fasses, si tu t'en rappelles un peu, hein, Oui. de ouais, comment ça se passe. Est-ce que tu trouves que voilà, le corps médical est bienveillant? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce que c'est un suivi très strict? Est-ce que c'est comme en France un petit peu plus souple? Comment tu définirais ça? Alors, écoute, moi
trouvais que le personnel soignant, que les médecins étaient pas... surtout en venant des États-Unis, en fait, j'ai été un petit peu déçue sur la qualité de soins. Et très vite, en fait, je me suis dit que j'allais pas faire suivre ma grossesse en Algérie. Parce que vraiment, le système de santé n'est pas bon. N'est pas bon. On m'a raconté beaucoup d'histoires, pas forcément liées à des grossesses, mais liées à, par exemple, des copines qui ont des enfants qui s'ouvrent le front, des choses comme ça. Et tu vas dans 3 hôpitaux différents parce que dans le premier hôpital, les médecins n'ont plus de fil ou d'aiguille. Dans le deuxième hôpital, il n'y a pas le médecin qui sait recoudre les enfants. Et le troisième hôpital, il n'y a pas la bonne anesthésiste. Donc, quand tu tombes sur ce genre d'histoire... un suivi de grossesse, pour moi, c'était inenvisageable. J'ai fait mes 3 premiers rendez-vous chez un médecin et puis à un des rendez-vous, il y avait une petite anomalie, surtout en début de grossesse. Et du coup, là, mais j'ai eu tellement peur que j'ai filé en France. Et que j'ai dit, effectivement, il y avait une petite anomalie, mais qui n'était pas grave. Mais quand on te le dit pas, et que tu es dans le doute et que tu sais pas si tu vas perdre ou pas ton enfant, c'est très flippant. Et du coup, à partir de ce moment-là, cette première petite frayeur, j'ai dit non, moi je vais aller tous les mois et demi en France faire mon suivi de grossesse. Et c'est ce que j'ai fait au final. Et voilà, il y a eu d'autres petites frayeurs pendant la grossesse et jamais j'aurais pu faire suivre ça en Algérie. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas d'équipement. Si t'arrive une merde, clairement tu prends un avion, tu rentres à Paris parce que c'est pas rassurant en fait. Mais parce que je dirais, ils doivent bien avoir un diplôme similaire à en France, les médecins là-bas, peut-être pas les infirmières, peut-être que c'est pas autant un niveau élevé qu'en France, mais tu te dis, qu'importe le pays quand même, les médecins, tu espères que les médecins soient quand même qualifiés. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas de bon matériel pour les échographies, et puis il y a aussi je pense une autre manière de voir les choses et de voir la vie. J'ai une amie qui aussi, le médecin lui a dit que peut-être elle était en train de faire une fausse couche. Elle a dit, de toute façon, Inch'Allah, vous en aurez un autre, quoi, c'est pas grave. D'accord. Donc voilà, donc c'est une mentalité où s'il se passe quelque chose, c'est la vie, quoi, ça arrive. Et il n'y a pas de prise en charge du tout de l'aspect psychologique. On te pose pas la question de comment tu te sens ou si ça va. Voilà, il y a des techniques où, des prescriptions de médicaments, même en début de grossesse, que moi je me suis jamais fait prescrire. Enfin, il y a des choses, qui me dépassent. C'est pas la même culture, donc oui, les médecins peuvent être formés en France, mais après, il y a aussi un aspect culturel qui fait que les choses sont pas dites de la même manière. Les examens sont pas effectués au même moment. Quand il y a peut-être une anomalie, on n'en parle pas de la même façon, ou on n'en parle pas, ou on voit pas les mêmes choses. À l'hôpital américain de Neuilly, je me sentais beaucoup plus rassurée et je savais que il y avait vraiment des recherches, par exemple, de trisomie et tout ça, qu'il n'y a pas forcément là-bas. Donc, pour moi, ça ne me convenait pas. Non, ok. Ça a du sens, mais en fait, c'est simplement parce que je m'imagine que pour s'organiser déjà avec les 2 petites, et puis ça a quand même un coût de prendre l'avion tous les mois, donc oui, effectivement. Mais après, nous, on a la chance d'avoir une assurance médicale qui nous couvre à l'international. Et du coup, c'est des choses qui sont prises en charge aussi par notre assurance médicale. Donc oui, on a énormément de chance à ce niveau-là. Mais même des amis qui n'ont pas forcément ça, très souvent il y en a qui ont passé 6 mois de leur grossesse en France. Il y a eu tous les cas de figure dans mes copines qui ont été enceintes en Algérie. Mais la plupart rentrent. Hein. D'accord. Et donc, j'imagine qu'à partir de ton 8e ou 9e mois, tu rentres en France pour finir ta grossesse là-bas. Oui. Du coup, j'imagine que tu vas directement dans ta famille. Non, ma famille ne peut pas m'accueillir, donc on a loué un appartement à Paris. D'accord. Et on a passé, les enfants m'ont rejoint après quelques semaines et j'ai accouché à Paris. Et après, je suis restée
quelques semaines de plus, le temps que le bébé ait son passeport et fasse ses premiers vaccins pour que je puisse rentrer en Algérie. Donc, tu rentres à Alger avec tes 3 enfants. Donc, du coup, attends, on a 2 filles et le dernier, c'est un garçon ou c'est une fille aussi? Garçon. Ah, ok. Et alors, comment tu t'organises une fois que tu rentres? Est-ce qu'il y a un système de daycare en Algérie? Comment ça se passe? Non, pas vraiment, pas avant l'âge de 18 mois, 2 ans. Donc, les filles étaient... j'avais une fille en moyenne section à l'école française, j'avais une en crèche Montessori et le petit avec moi. Le petit avec moi à la maison. Puis j'avais une nounou sur place, une nounou femme de ménage qui de temps en temps, quelques heures par jour, pouvait s'en occuper ou m'aider à le coucher, histoire que moi je puisse travailler un petit peu. Donc au début c'était... mi-temps avec la nounou et avec moi. Ouais, parce que quand même, 18 mois, 2 ans, ça fait long, hein? Oui. Par rapport aux US où à partir de genre 6 semaines, tu peux déjà les mettre à la crèche. Ah non, là, c'est pas la même, c'est pas du tout la même chose là-bas. C'est surtout, en fait, les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants ou la famille, les sœurs, les tatas, les oncles. Mais en général, c'est la maman aussi. Donc, c'est... Non, enfin, il y a sûrement des crèches très locales où tu peux mettre ton enfant, mais après, moi, j'allais pas laisser mon bébé dans une crèche ultra locale où je suis pas sûre de sa prise en charge. Non, je pouvais pas. Oui. Et ton mari, du coup, j'imagine s'il est entrepreneur, ça doit être un petit peu chaud de libérer du temps, mais je veux dire, il est quand même investi avec toi pour gérer les enfants? Oui, il est très investi. Okay. En fait, nous, le fait qu'il soit entrepreneur, justement, ça lui permet une certaine flexibilité qu'il n'aurait pas. Il peut rentrer manger, il peut rentrer plutôt un jour, mais travailler très tard, une fois que les enfants sont couchés, un coup travailler le week-end et puis pas travailler pendant la semaine un jour. Donc oui, c'est hyper flexible à ce niveau-là. Ça, c'est cool. Et il est très investi. Ok. Donc, vous restez combien de temps en tout et pour tout, alors, du coup, en Algérie? 3 ans. 3 ans. Ah, donc vous aimez bien faire 3-3-3. Écoute, c'est... Ouais, c'est ça. Et puis, c'est en général à peu près le deal pour mon mari au niveau des contrats qu'il a avec ses partenaires et tout. On se dit 3 ans, il forme une équipe sur place et puis il laisse... l'équipe sur place chapeauter les projets et puis lui, il retourne une fois de temps en temps. En général, c'est comme ça. En vrai, c'est une bonne période de temps, je trouve, pour bien appréhender la ville. Autant, tu vois, 1 an, c'est trop juste. 2 ans, tu commences à t'y faire. Et 3 ans, tu commences quand même à t'attacher, mine de rien, à là où tu habites, quoi. Et t'as pas eu ce sentiment-là, toi, à te dire, oh, quand même, par exemple, j'aimais bien les US ou par exemple, j'aimais bien Alger? Non, pas vraiment. Non. Les États-Unis, en fait, je connaissais déjà beaucoup avant d'y habiter. Et puis, les États-Unis, c'est confort extrême. C'est comme habiter en France. Enfin, non, il y a rien qui me manquait. Au contraire, ce qui me manquait, c'est ce petit goût d'ailleurs. D'exotisme. Ouais, je comprends bien. Donc, non. Et Alger, t'as pas eu ce truc-là où tu te lasses rapidement, en fait, des villes et t'as envie de ta bougeotte? Non, c'est pas que je me lasse. Non, je me lasse pas rapidement. Mais en fait, Alger, c'est pas une ville hyper fun. C'est pas une ville très facile au quotidien. On va pas se mentir, il y a pas grand-chose à faire. Il y a très peu d'expatriés. Il y a rien pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a pas un parc où tu peux aller jouer avec eux sans que ce soit rouillé, à moitié cassé, hyper sale. Tu peux pas t'échapper pour le week-end parce que le pays n'est pas développé pour le tourisme, donc les hôtels sont pas pratiques avec les enfants, pas très agréables. Il y a des choses à faire, mais voilà, c'est toujours à demi-mesure, quoi. Tu vas faire un truc, mais je trouve que c'était pas hyper fun avec 3 enfants en bas âge. Franchement, là, à Bangkok, on s'éclate. Là-bas, il y avait vraiment... On tournait vite en rond, donc on devait sortir du pays pour retrouver un peu des choses cool à faire en famille. Le plus sympa à Alger, c'était les copains et la vie d'expat, les expatriés. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait rien à faire, on se voyait tout le temps. Et c'est ça qui m'a vraiment manqué en partant, en fait. Alors que j'avais pas eu ça aux États-Unis, mais le plus dur, c'était de quitter les copains. Alors, donc, du coup, tu t'en as parlé rapidement. Donc, comment s'est faite alors la décision de partir à Bangkok?
Bah, mon mari était sur la fin de son contrat et puis encore une fois, il a cherché des opportunités en Asie et il a trouvé un job à Bangkok, enfin un projet ici à développer. Donc voilà, on a dit Banco, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut partir Ok. explorer l'Asie. Donc voilà, en quelques mois, en Ouais, six donc il y mois, avait ça une, c'est. il y avait une volonté de quitter les pays arabes. Bah oui, enfin on voyait pas trop lequel faire et puis moi j'avais franchement envie de voir autre chose. Ok. Ouais. Donc l'Asie. Ok. Mais alors donc du coup, comment tu appréhendais par rapport aux enfants d'aller en Thaïlande? Oh, je me suis dit ça va être génial pour elles. Elles vont pouvoir faire plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire en Algérie. Donc je vais les emmener au parc, je vais les emmener dans des cafés où il y a des aires de jeu en intérieur. On va aller faire des visites culturelles, on va aller au cinéma, on va aller à la mer, on va aller voir des éléphants. Enfin voilà, pour moi c'était, mais elles vont être au paradis. Elles vont pouvoir faire des activités extrascolaires, tout ce qu'elles veulent. Du foot, des échecs, de la natation, enfin tout quoi. Je me suis dit c'est l'éclate et effectivement c'est ce qui se passe, c'est absolument génial. Elles sont en cours de chinois, cours de français, échecs, compétition Chinois? de piscine. Oui oui, elles sont dans une école internationale où elles ont D'accord. mes filles ont le chinois en troisième langue. Enfin C'est pas c'est thaïlandais à Bangkok? elles ont les deux. Ah ok. En école C'est internationale, il y a du thaïlandais obligatoire, mais il y a une langue qu'on doit rajouter. Et donc, elles sont en chinois, thaïlandais, anglais. Et puis, ma fille est en cours en de français. français aussi, La la grande. vache. Mais elles s'éclatent. Enfin, c'est génial. Elles sont Du coup, le vraiment au top, chinois et quoi. le thaïlandais, c'est quand même proche en termes de voilà Non, d'apprentissage ou c'est quand non, même deux c'est un langues qui ont alphabet rien à voir? différent. Oh, la vache. Ok. Mais nous, on mise plus sur le chinois que le thaïlandais. Le thaïlandais, c'est, voilà, elles apprennent juste à l'école les mots un petit peu pour se débrouiller au quotidien. Mais on sait qu'on va rester en Thaïlande juste quelques années et qu'on parle thaïlandais qu'en Thaïlande, alors qu'on a de grandes chances de partir en Chine ou dans des pays où le chinois est pratiqué. Donc, Ouais. on veut qu'elles s'initient et elles adorent. Elles comptent en chinois, elles chantent en chinois. Du coup, moi, je suis larguée. Je peux pas faire leurs devoirs, mais bon, elles se débrouillent, hein. Bah oui, alors donc du coup, attends, mais tu avais mis un pied avant en Thaïlande ou pas du tout? Moi, je suis partie quelques jours faire justement une reconnaissance de maison et d'école parce que Ouais. contrairement à ce qu'on avait fait avant, où on était parti en Algérie sans rien avoir programmé, en se disant bah on trouvera tout sur place. Quand on a 3 enfants pour le coup, là, moi je me suis dit j'arrive pas en Thaïlande avec les 3 enfants sur le dos pour faire les visites de maison, les visites d'école. Ouais. Il faut que tout soit trouvé avant qu'on arrive pour qu'elles retrouvent une routine rapidement. Et Hmm. donc je suis Et le partie cinq sommeil. jours seule. Ouais, Ouais. c'est ça. Exact. Je suis partie 5 jours seule et je me suis dit, je vais être en mode machine de guerre. Et j'ai visité 8 écoles, 15 maisons. Ah Et ouais. j'ai trouvé l'école, la maison, la nounou. Et je dis, ok, on prend des décisions, on avance. Et un mois plus tard, on arrivait à Bangkok et on est arrivé dans notre maison avec la nounou qui était là. Et elles ont commencé l'école, enfin. Elles Bien étaient joué, censées bah commencer purée. l'école. Oui, oui, censées commencer l'école Ah, quelques jours après. Sauf que le Covid nous est tombé ouais. dessus et qu'il n'y a jamais eu Of course. d'école, évidemment. Ah, purée. Mais Ah, ça, purée. c'est ce qui, enfin, voilà, je vais pas me plaindre du Covid. C'est partout dans le monde, c'est planétaire. Mais effectivement, du coup, les filles n'ont pas été à l'école jusqu'en Ouais. août. Donc du coup, comment t'as géré là pour le moment Vous êtes confinés en Thaïlande? Plus maintenant. Du coup, les écoles ont réouvert là ou pas? Oui, oui, oui. Réouvertes? Oui, oui, oui. Ok. Bon bah ça va alors du coup, ça va un peu mieux là. Non, non, moi je me plains pas du tout. On a vraiment beaucoup de chance. En Ouais. fait, la politique du pays est vis-à-vis du Covid est quand même extrêmement stricte. Les frontières thaïlandaises sont fermées depuis le mois d'avril, mais fermées, Mhm. c'est-à-dire que personne n'entre sans faire une quarantaine surveillée dans un hôtel où on ne sort pas. C'est Ouais, c'est ultra comme en strict. Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Bah moi je trouve Donc, ça bien en vrai, hein. bah oui, effectivement. Et puis il n'y a toujours pas de vols commerciaux, donc les seules personnes qui rentrent sont des personnes détentrices de permis de travail qui restent sur le long terme. Et du coup, nous, effectivement, on est complètement coupé du monde, mais on n'a plus de Covid depuis des mois.
on Ouais. est aux anges, quoi. Bien sûr, notre famille nous manque. Ma maman qui n'a pas vu les petits-enfants depuis 1 an, mes beaux-parents depuis presque 2 ans, ça devient limite... Enfin, c'est très dur à gérer. Mais Ouais. sinon, au quotidien, oui, on a beaucoup de chance. Enfin, je veux dire, on est tous dans la même panade, quoi. Donc, Voilà, c'est c'est ça. pas un cas isolé. Mais alors, du coup, ouais, expectation versus reality, comment ça se passe? Alors, du coup, est-ce que c'est vraiment ce que tu avais imaginé, la Thaïlande? Est-ce qu'il y a des petits points où tu as été un peu déçu ou c'est vraiment que du positif? Bon, hormis Covid à part. Honnêtement, moi, la Thaïlande a dépassé toutes C'est mes vrai? attentes. C'est encore plus kid-friendly que ce que j'imaginais. C'est encore plus Ouais, cool, encore plus facile à vivre que ce que j'imaginais. Moi, je suis au paradis. J'ai rien à dire. ouais, Pour moi, c'est la ville idéale dans cette période de vie où je suis maintenant. Elle coche toutes les cases. Il y a rien qui ne va pas. Et ouais, c'est un choix, ça c'est très subjectif. Hein. Moi, ça me correspond à 100%. Évidemment, une autre personne, ça peut ne pas lui correspondre sur tous les points, mais je trouve que avec l'âge des enfants, où je suis professionnellement, où mon mari est professionnellement, euh, comment on imagine notre vie de famille euh, au quotidien, c'est exactement ça à quoi on s'attend et ouais. ce qu'on aimerait faire. Donc, on est ravis, vraiment. C'est marrant, c'est des destinations auxquelles je penserais jamais moi personnellement. Mais c'est Moi vrai non plus. quand, par exemple, j'ai eu un épisode avec Claire qui elle est au Laos, mais vraiment à la ligne de la Thaïlande. Oui. Et elle m'expliquait à quel point les gens sont gentils avec les enfants. C'est vraiment une éducation bienveillante. C'est pas l'archétype français du enfin, tel qu'on le connaît comme à l'école. Mhm. Et genre, elle est vraiment épanouie, en tout cas au Laos. Donc, je pense que c'est quand même des pays assez similaires. Oui. En fait, le truc, c'est quand on sort du monde occidental, quand on sort de l'Europe, quand on sort des États-Unis, bah, en fait, on se rend compte que la plupart du monde, euh, les gens sont très ouverts et accueillants avec les enfants. Et que c'est que dans nos sociétés euh, occidentalisées où justement il y a beaucoup moins l'aspect bienveillant envers les familles qui ont des enfants, accueillants, Ouais, chaleureux. On a perdu ce sens. On a ouais, vraiment perdu ça. Mais quand on a voyagé en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou ici en Asie, bah, je retrouve exactement la même chose. Les gens sont aussi bienveillants en Algérie que en Thaïlande, que en Uruguay, que au Guatemala. Moi, j'ai trouvé ça partout avec mes enfants, en fait. Il y ouais. a que quand je vais dans un resto en France ou aux États-Unis que on me regarde de travers parce que ma fille n'est pas assise pendant tout le repas et qu'elle se balade dans le resto avec un bout de pain. Enfin, je veux dire, Ouais. hier, moi, j'étais encore une fois, j'emmenais les 3 enfants manger seuls dans un espèce de grand food court. Oui, bah mon fils de 3 ans, effectivement, n'est pas assis pendant tout le repas. Il se lève, il mange, il vient toute seule. Je peux pas gérer, je vais pas lui crier dessus. Et tout le monde s'en fiche. Et tout le monde lui sourit et tout le monde l'appelle et il se fait 3 copines thaïlandaises avec qui il court et c'est génial. Et Mm. jamais je sentirai cette ouverture et cette facilité à faire les choses en France ou même aux États-Unis, pas partout. Non, c'est clair. C'est marrant parce qu'on en parlait exactement aujourd'hui avec mon mari, à se rappeler que, parce que forcément, notre fils, il commence à avoir des petites phases Bah, les de tantrums, tantrum. Ouais, bah, moi voilà. aussi, évidemment. C'est... Et on était en train de se dire, purée, on se rappelait du coup son petit neveu au resto qui avait fait un truc, et je m'en rappelle pas, mais donc du coup, mon mari me disait que il y avait un mec au bar qui regardait genre super mal son frère Ouais, parce que son ouais. fils était en train d'avoir un truc. Et franchement, on était en train de se dire, mais et il y a un peu de voilà, rappelez-vous ce que c'est que d'être Mais, non, mais parent c'est et on clair. est tous passés par là. Non, mais... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va lui crier dessus. Enfin, ça va pas faire avancer le truc, ça va te faire Non, et puis plaisir à même toi. chacun... Enfin, Et puis, on n'y a pas à juger. C'est juste, voilà, chaque parent ouais. gère le truc comme ils veulent. Voilà, enfin, il n'y a pas à s'immiscer, en fait, dans la vie ou dans la façon d'éduquer les enfants des autres. Enfin, je veux dire, Hmm, vis ta vie, quoi. Je veux dire... c'est clair. Encore, je trouve aux US, ça va un peu Oui, ça va mieux. mieux. Oui. Mais alors en France, quel est Non, l'intérêt d'aller moi, je peux crier pas. sur un gamin qui est en état de, je sais même pas quel est le mot, quoi, en transe, quoi. Enfin, qu'on se le Mais dise, quoi. oui. Quand t'as un Ah non, tantrum, mais t'es en moi, ah transe, non, quoi. mais c'est Donc, clair. Ah, mon fils qui a presque 2 ans, mes filles, je faisais pas trop, mais où j'ai oublié. Mais alors là, il se tape des crises, mais pour rien du tout, il est en transe. Moi, je le laisse. Hein. ouais,
je le laisse Bah par terre. pareil, enfin aujourd'hui il en a eu un, Ah enfin oui, j'ai pas compris ouais, c'est clair. et je suis démunie, je suis bah mon pauvre, je te laisse te calmer si t'as envie Non de mais c'est rouler clair. en boule sur le Mais c'est truc, ça. enfin Ah qu'est-ce mais que tu veux faut que le je laisser. fasse? Mais non mais rien. En plus moi quand Ouais, j'essaye de faire un truc, c'est encore pire. Il se met encore plus à bah oui c'est pleurer. ça. Quand j'essaye de lui Ouais, faire un câlin, de le calmer, de lire un livre, il me le jette. Bah écoute, alors du coup je le laisse. Hein. Je le ouais, laisse et mais je. ouais, ce serait bien de faire une des piqûres de rappel que on y passe tous et je pense qu'il y a certains parents qui ont peut-être ou des gens qui n'ont pas d'enfants et qui Ouais manifestement oui. ne comprennent pas mais ouais, Ah laisse les bah gens faire ce qu'ils veulent quoi. bah oui. Euh, Enfin. mais alors Mm. donc du coup, dans quelle école tu les mets les petites? Parce que j'imagine que ton fils, il est trop petit maintenant pour Il va en crèche. Là, depuis aller en quelques... crèche. C'est toujours à partir de 18 mois aussi ici, donc ça fait 4 mois qu'il est en crèche. J'ai opté pour une école internationale pour les filles, une Ouais. école d'inspiration Reggio et Montessori, c'est-à-dire très basée sur... tout est inspiré de la nature, c'est-à-dire ils font beaucoup de projets artistiques, de projets créatifs. En utilisant leur sens, en utilisant voilà des choses qu'ils trouvent dans la cour. Enfin, c'est très axé sur ouverture d'esprit, créativité, mais en même temps, il y a une très forte base académique. Ils suivent un programme, je crois, canadien. Et du coup, Ok. bah, c'est vrai que ma fille qui devrait être en CP, en gros, a sauté une classe en arrivant. Ouais. Et puis lit, écrit parfaitement en anglais. Elle fait son CP à côté. Et je trouve que ma fille qui est en moyenne section commence à lire. Alors, c'est vraiment, il les pousse, hein. Il les pousse un Ouais. peu, mais en fait, ça correspond bien à mes filles qui sont avides d'apprendre et qui adorent, en fait, qui sont hyper curieuses. Et je trouve que il y a beaucoup aussi euh, ils prennent en compte le côté psychologique et le bien-être émotionnel des enfants. Et je trouve ça très Ça c'est important. bien. C'est-à-dire Ouais. que tous les jours, vraiment, ils parlent de comment ils se sentent. S'il y a des soucis, il y a énormément de discussions. On parle des sentiments, on parle... et je trouve que c'est important, en fait. Donc moi, j'adhère à fond à ce système d'éducation et je trouve que voilà académiquement c'est très carré, très pro. Elles font des beaux progrès et elles sont complètement épanouies. Donc Et 4 langues surtout déjà à leur âge oui oui quoi. oui ouais, ouais, 4 langues à leur âge, ça me semble C'est ouais, ça paraît dingue quand bah quand on le regarde nous avec nos yeux d'adultes, oui mais ça paraît fou 4 langues quand même. c'est vrai c'est Euh, vrai. Mais alors donc du coup, comment toi t'arrives à suivre? Parce que ou même ton mari, hein, parce que français, anglais, ok. Bon, tu me disais ton mari, il a des aisances en Oui langue. oui. Mais alors donc du coup, est-ce qu'à la maison vous parlez chinois et thaïlandais ou pas trop? Ou avec Non, la bah, ça, du moi, coup à la maison? je les laisse faire à l'école. Honnêtement, je laisse l'école gérer. Il n'y a pas encore il n'y a pas de devoirs hein, encore dans les langues. Elles ont que des devoirs en anglais. Euh, donc voilà, honnêtement, c'est pas du tout une charge de travail en plus. Pour l'instant, c'est très, enfin, c'est tout autour du jeu. Hein. Donc c'est Ouais. beaucoup de chansons, de jeux entre copains. Donc c'est pas une contrainte. Elles voient ça comme voilà une autre des matières qu'elles ont. Et puis ça semble juste en fait naturel et facile pour elles. Ça les amuse. Ça les amuse Ok. de discuter, de chanter. Alors j'imagine qu'il y a une petite communauté quand même de Français à Bangkok, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse d'essayer de te rapprocher de la communauté française ou pas du tout? En fait, quand j'étais jeune expatriée, je fuyais les communautés françaises. Je me disais, bah, je viens de France, j'ai envie d'être Oui. avec d'autres nationalités. Et puis, au fur et à mesure des années, et plus j'ai eu des enfants, plus j'ai eu envie de me rapprocher en fait de la communauté française en me disant, bah, il y a quand même un truc en plus, une facilité et puis un vrai plaisir d'échanger avec des gens qui ont ma culture parce que en fait, mes meilleures amies depuis que je suis expatriée ont été des Françaises. Et j'ai cherché dans les autres nationalités, mais il y a toujours un truc en plus avec les Françaises. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a... Et là, depuis que j'ai des enfants, mes enfants s'entendent toujours mieux avec des enfants français parce qu'on a les mêmes codes. On s'invite pour les goûters, les fêtes d'anniversaire, bah, c'est les mamans qui organisent, on reste avec les enfants. Enfin, quand on va au parc, on discute ensemble sur le banc, on n'est pas à les suivre comme des petits chiens derrière leur dos. Enfin, je sais pas, on fait les choses de la même manière, naturellement.
Et en fait, du coup, c'est facile et ça coule de source. Et là, c'est vrai qu'en école internationale, du coup, mes filles n'ont pas retrouvé des copains-copines aussi facilement qu'elles l'avaient fait en école française en Algérie. Mais du coup, moi, je me suis fait des copines françaises et elles ont des petits copains qui vont à l'école française et avec qui ça a cliqué tout de suite. Et du coup, j'essaye de les avoir assez souvent en goûter à la maison pour le week-end parce que en fait, c'est plus facile. Vite, ils jouent à chat perché. Enfin, je sais pas. Il y a un truc il y a une alchimie qui se crée beaucoup plus facilement avec des petits copains et des petites copines françaises qu'avec les autres nationalités. Et moi, du coup, avec les mamans, bah, je clique aussi beaucoup plus fort et rapidement avec les mamans françaises. Donc ici, je suis polyglotte. J'ai des copines un peu du monde entier, mais au final, mon noyau dur, pour l'instant, c'est plus des mamans françaises, qui sont très différentes entre elles aussi. Mais ça reste... Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'on est de la même citoyenneté qu'on va forcément s'entendre. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas aller au Pakistan et que tu vas rencontrer un Américain que ça va devenir ton pote, qu'on se le dise. Alors donc du coup, quel bilan tu tires de la découverte de tous ces pays, voire tous ces continents? Je tire un bilan ultra positif et enrichissant en fait. J'ai l'impression de évoluer, me connaître encore mieux, connaître mes proches encore mieux, grandir à chaque fois que je déménage et que je découvre de nouvelles cultures. Je trouve ça vraiment très enrichissant comme expérience et je me nourris au quotidien de l'autre, de sa façon de penser, de parler, de manger, de voir les choses et je pourrais pas vivre en fait sans cette nourriture de l'esprit quotidienne que m'apporte la vie à l'étranger. C'est vraiment un bonheur pour moi. Mais alors donc du coup, est-ce que tu penses qu'un jour vous allez vous poser dans un pays ou est-ce que tu penses que vraiment tous les 3-5 ans vous allez bouger dans un autre pays? Pour l'instant, moi je me vois bouger tous les 3 à 5 ans en faisant des sauts aux États-Unis toutes les 2 expatriations, disons. C'est-à-dire être à l'étranger pendant deux tours différents, donc peut-être pendant 6 ans, puis repartir 5 ans aux États-Unis, partir à l'étranger pendant 3 ans. Parce que mon mari aimerait que les enfants aient quand même un point d'ancrage aux États-Unis. Pour lui, c'est très important qu'ils se sentent vraiment américains et qui grandissent un petit peu là-bas, mais on se dit pas, dans 3 ans, on rentre aux États-Unis, on y sera posé pendant le reste de notre vie. Ça, on n'envisage pas les choses comme ça. Ouais. Mais pourtant, tu me disais que les filles, elles apprenaient le chinois, donc je pensais qu'après la Thaïlande, vous alliez potentiellement aller, je sais pas, à Singapour ou en Chine. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, je pense. À voir en fonction de lui, son business. On n'est pas du tout, on n'a pas de plan sur le long terme en tête. On voit un peu comment les choses évoluent, puis on s'adapte. Ouais. Et tu penses que les filles, ça va aller à partir du moment où vous êtes bien dans vos baskets, ou même ton petit garçon d'ailleurs? Oui, je pense. Après, effectivement, c'est difficile de quitter les copains et les copines. Et ça va le devenir de plus en plus. Donc, on en a conscience. On le prend en considération. On bougera sûrement peut-être moins fréquemment. Quand plus elles grandiront, moins on bougera fréquemment, mais on continuera quand même à bouger. Puis après, voilà, on se concerte en tant que famille et on fera des choix en fonction aussi de tous les membres de la famille. Mais je pense que le plus important, c'est que les parents soient bien et en cohérence et en symbiose, et puis les enfants suivent de toute manière, parce qu'au final, ils regardent comment nous on se sent et comment nous on évolue au quotidien, et puis ils se calquent quand même pas mal sur nous. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est tellement inspirant, je trouve, parce que tu pourrais penser que parce que tu as 3 enfants, t'es pas nécessairement trop mobile. Donc, je trouve que c'est un beau message, en tout cas, à faire passer si des familles ont envie de franchir le pas, mais n'osent pas trop parce que se disent, oh, quand même, ils sont un peu âgés. C'est vraiment leur faire sortir de leur cocon. Moi, vraiment, en tout cas, je remarque avec tous ces témoignages que à partir du moment où les parents savent un peu où ils vont, je pense que les enfants nécessairement sont bien aussi dans leur basket, quoi. Bien sûr. Je trouve qu'en tout cas toi, pour avoir quand même fait 3 continents avec 3 enfants, c'est quand même un sacré challenge et qui a l'air d'être relevé haut la main. Donc, est-ce que d'ailleurs tu aurais des conseils
à offrir à des parents qui bougent comme toi, que ce soit logistique ou que ce soit un petit peu plus mental? Réfléchissez moins et lancez-vous. Parce que plus on réfléchit, plus on pense à tout ce qu'il faut faire, à tous les challenges qui nous attendent, moins on a envie de bouger en fait. Voilà, arrêtez de penser, bougez. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir? Déjà, on te souhaite de bien profiter de la Thaïlande vu que tu es arrivée il y a quelques mois. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Est-ce qu'on te souhaite un 4e enfant par exemple? Oui, on souhaite un 4e enfant. C'est vrai? Trop bien. Un 5e aussi. Et du succès professionnellement avec Little Voyageur, plein de lecteurs de nos futurs guides qui sortent et de followers de nos aventures au quotidien sur Instagram pour construire une belle communauté de familles expatriées, non expatriées, mais qui ont en commun le goût de l'aventure, du voyage et des jolies choses. Ouais, c'est un beau message. De toute façon, je partagerai avec plaisir ton lien et tout le touti qui va avec. Merci. Moi, écoute, en attendant, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, super inspirant, qui donne envie vraiment de se bouger les fesses. Donc, merci à toi, c'est très gentil. Et puis, bonne fin de journée. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!